Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous Triodos consacré à la biodiversité. Pour cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Paquet, qui est directeur des études chez Natagora et qui va nous parler du rapport Planète vivante, l'état de la nature en Belgique. Ce rapport est une collaboration inédite entre 4 grandes organisations liées à la nature et à sa préservation, le WWF, Natagora, Natuurpunt, la plateforme belge pour la biodiversité et le musée des sciences naturelles, l'Institut royal des sciences naturelles. La session va durer 30 minutes en essayant d'avoir 20 minutes de présentation et une dizaine de minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser à partir du chat. Ma collègue Anne-Sophie est également là pour recueillir vos questions. Et la session sera enregistrée, vous pourrez la revoir par après. Rapport Planète vivante, l'état de la nature en Belgique. Jean-Yves, la parole est à toi et merci d'être là ce matin. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup. Merci à Triodos d'organiser donc cette journée sur la biodiversité. Alors, la biodiversité, on en entend quand même pas mal parler pour l'instant, notamment, vous avez peut-être entendu que la semaine dernière à Marseille, il y a eu un important congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a pas mal de médias donc, qui en ont parlé. Mais si on regarde sur le plus long terme, en fait, on remarque qu'il y a une différence, on a analysé ça scientifiquement, entre la reprise par les médias du problème du changement climatique, enfin de la crise climatique, et de la crise de la biodiversité. Donc cet article, par exemple, en vert, on voit ici l'évolution des citations dans les médias de la crise de la biodiversité. Vous voyez que c'est relativement constant à travers le temps depuis les années 90. Alors que la crise climatique prend de plus en plus d'ampleur dans les médias, et a raison, puisqu'on sait que ça nous concerne tous, en particulier depuis cet été. Donc voilà, on peut se poser la question, alors que dans la littérature scientifique, la crise de la biodiversité est réellement un problème dont on parle de plus en plus. Dans les médias, pour le grand public, on va dire que ça apparaît beaucoup moins. Et donc, peut-être que c'est une des raisons qui a poussé le WWF au niveau mondial, il y a quelques années, à essayer de définir un indicateur. Parce que pour la crise climatique, on a des indicateurs que tout le monde peut comprendre, comme l'évolution des températures, la fonte des glaces, etc. Alors que pour la biodiversité, c'est plus difficile de la mesurer, de comprendre exactement ce qui se passe. D'où l'idée du WWF de développer un indicateur qu'il a d'abord développé au niveau mondial, qu'on appelle l'indice planète vivante. Et donc, c'est publié tous les 2 ans. Et qu'est-ce que ça fait, cet indice planète vivante? Ça reprend en fait tous les comptages qu'on peut faire d'animaux, de populations d'animaux à travers le monde, les girafes en Afrique qui sont comptées chaque année, les oiseaux en Europe, les manchots en Antarctique, les baleines dans l'océan Pacifique, etc., qui sont comptés par des scientifiques ou des naturalistes. Donc, ils sont recensés à intervalles réguliers. Et donc, on peut globaliser donc, tous ces comptages et en fait des tendances temporelles d'évolution des populations. Et l'indice planète vivante, c'est la moyenne de tous ces indices de l'évolution numérique donc, des populations d'animaux. Et l'indice planète vivante mondial montre, finalement, illustre parfaitement ce déclin de la biodiversité, puisqu'on a un déclin de 60% des populations en moyenne depuis 1970, et la dernière édition montre même un déclin plus grave de 68%. Donc voilà, ça c'est l'indice planète vivante mondial, et on peut se poser la question, et le WWF donc, Belgique s'est posé la question pour la Belgique, qu'en est-il en Belgique? Comment évolue la biodiversité en Belgique, et est-ce qu'on peut avoir un indice de ce type pour notre pays? Et notre pays, évidemment, comme vous le savez, il est soumis à de nombreuses pressions depuis des milliers d'années, en fait, d'exploitation humaine, puisque il y a une grande partie, la majorité du pays est concernée par des surfaces agricoles. Il y a beaucoup de milieux urbanisés.
Alors, on a quand même encore des milieux naturels, notamment dans le sud et en campine, donc des forêts et aussi des zones humides. Et évidemment, on a la zone côtière. Donc, dans ce pays quand même fortement anthropisé, donc soumis à l'influence de l'homme, qu'en est-il de la biodiversité? C'est la question qu'on s'est posée avec le WWF, donc Natagora, Naturpunt, le Musée des sciences naturelles et la plateforme biodiversité, en s'alliant à différentes universités spécialistes des instituts de recherche, des administrations fédérales et régionales. Et donc, on a élaboré cet indice planète vivante, mais propre à la Belgique. Alors, comment a-t-on fait? On s'est basé sur les relevés que de nombreux naturalistes font sur le terrain, au travers en particulier de nos deux associations. C'est en particulier pour ça qu'on s'est associé au WWF, donc Natagora en Belgique francophone et Naturpunt en Flandre. Donc, on a un réseau finalement de naturalistes qui soit inventorient les batraciens dans les mares, comptent les oiseaux en migration ou recensent les espèces d'insectes dans les prairies. Donc, on a aussi une plateforme que vous connaissez sans doute, observation.be, Waarneming.be en Flandre, donc qui rassemble toutes ces observations depuis maintenant 2008. Et donc, ce qu'on peut faire avec toutes ces données d'observation, c'est ce qu'on a d'abord fait, c'est rassembler ces informations et voir pour quelles espèces, en fait, on pouvait calculer des tendances des populations d'une manière fiable. Donc, c'est une tendance des populations, c'est comme on voit sur le graphe ici, c'est l'évolution relative à une période de référence. Donc, nous, ici, on a pris 1990 comme la période de référence. Donc, on a une population de 100 à cette date-là, et on voit comment elle évolue au cours du temps. Pour ce papillon qui s'appelle la mégère, on voit que la tendance est plutôt à la baisse, et donc on est ici à environ, en moyenne pour la Belgique, 75% de ce qu'était la population de ce papillon en 1990. Donc c'est une espèce en diminution, et puis on peut faire différents tests statistiques sur cette tendance. Et donc, une fois qu'on a validé ces résultats de tendance pour une espèce, on peut les combiner toutes ces espèces pour en faire un indice multispécifique. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, ici, j'ai repris simplement 15 espèces d'oiseaux, peu importe lesquelles, qui évoluent donc par rapport à cet indice de 100. Vous voyez qu'il y en a qui évoluent à la baisse, il y en a qui évoluent à la hausse, il y en a qui fluctuent pas mal. Et si on fait donc par une technique statistique une moyenne géométrique en fait, de toutes ces tendances, on obtient un indice résumé, un indice multispécifique. Ici pour 15 espèces, mais en fait, au final, on l'a fait pour la Belgique pour 283 espèces. 283 espèces, c'est finalement ce qu'on a obtenu en termes de données fiables. Ça peut paraître peu parce qu'en fait, on sait qu'en Belgique, on a l'ordre de plusieurs milliers, 20 000 espèces probablement, tout compris, champignons, plantes. Donc ça peut paraître peu, mais voilà, il faut avoir les données disponibles, il faut avoir les données sur le long terme disponibles et des données répétées dans le temps. Et donc, finalement, il y a assez peu d'espèces, mais on espère que ces espèces sont représentatives de l'évolution de l'environnement, que ce sont en fait plutôt des indicateurs de comment ça se passe. Et on voit qu'au final, c'est un peu une surprise, c'est que cet indice, contrairement, si vous vous souvenez, à l'indice mondial, est plutôt stable, voire même en légère augmentation pour la Belgique. Donc, on a un indice planète vivante pour la Belgique depuis 28 ans en augmentation de 0,2% par an. Et donc, voilà, quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit au niveau mondial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que vraiment la biodiversité va mieux chez nous? Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière cet indice? C'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Donc déjà, la première chose à bien comprendre, c'est que derrière cet indice se cachent des espèces gagnantes et des espèces perdantes. Il y a des espèces qui se portent beaucoup mieux qu'il y a 30 ans et des espèces qui se portent beaucoup moins bien, où il y a beaucoup moins d'individus, voire même qui sont menacées de disparition. Parmi les espèces menacées de disparition, on peut citer la vipère, Péliade, ou alors la tourterelle des bois, une espèce de petit pigeon qui est vraiment en train de disparaître d'une grande partie de l'Europe. Il y a aussi des papillons, des libellules. Parmi les espèces gagnantes, en fait, on a des espèces comme cette gorge bleue qu'on trouve dans les marais, qui est de plus en plus fréquente chez nous, et même des papillons comme ce nacré de la ronce,
qui n'existait carrément pas avant 2006. Je pense que c'est la première apparition en Belgique. Donc, c'est une espèce qu'on trouvait ailleurs en Europe, mais pas en Belgique. Et puis, elle a colonisé la Belgique progressivement et maintenant, elle est relativement répandue dans le sud du pays. Et si on regarde parmi tous ces groupes taxonomiques qu'on a analysés, donc batraciens, oiseaux, papillons, etc., la proportion de gagnants et de perdants, ben, vous voyez que chez les oiseaux, par exemple, il y a une légère majorité de perdants, alors que, par exemple, chez les papillons, c'est plus équilibré et il y a un petit peu plus de gagnants, en fait, chez les papillons. Et c'est en particulier le cas chez les libellules, où là, beaucoup d'espèces sont en augmentation. Donc, vous voyez, ça ne se répartit pas de la même manière entre les groupes, déjà. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y a finalement un peu un équilibre entre des gagnants et des perdants. Et une autre chose qu'on peut regarder, c'est par rapport à l'affinité climatique des espèces. Donc, certaines espèces sont vraiment adaptées à des climats chauds et secs, et d'autres espèces sont plutôt adaptées à des climats plus froids ou plus humides. Et donc, si on regarde, si on classe nos 283 espèces en deux groupes, suivant leur affinité chaude ou froide, ben, on remarque que les espèces à affinité chaude, en moyenne, se portent nettement mieux. C'est la courbe rouge ici, comme ce papillon, là, Aricia agrestis, que les espèces à affinité froide, comme cet autre papillon qu'on appelle le cuivré de la verge d'or et qu'on retrouve, qui a pratiquement disparu en fait chez nous. On le retrouve encore en montagne parce qu'il aime bien les climats plus froids. Donc voilà, on voit déjà que en gros, les changements climatiques sont déjà en train de modifier les espèces présentes autour de nous, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, l'abondance des espèces présentes autour de nous. Donc, il y a les espèces à tendance méridionale se portent mieux et certaines arrivent même à conquérir notre pays, si on veut, par rapport aux espèces à tendance septentrionale qui sont plutôt en régression en moyenne. Donc, ça, c'est déjà un premier facteur de changement. Et alors, une autre chose qu'il est aussi intéressant de souligner, donc c'est par rapport à la disparition, à l'extinction des espèces. Donc, au niveau mondial, vous savez qu'on parle de la 6e extinction, qu'il y a pas mal d'espèces qui disparaissent pratiquement chaque jour. Mais si on regarde à un niveau plus local, au niveau par exemple de la Wallonie, qui est la région qu'on étudie nous plus particulièrement chez Syntagora, donc on peut regarder ce qui s'est passé en termes des oiseaux nicheurs, donc des oiseaux qui se reproduisent chez nous. On a actuellement 165 espèces d'oiseaux qui se reproduisent en Wallonie. Et donc, on peut se poser la question, à votre avis, combien d'espèces sont éteintes ou sont apparues en Wallonie depuis 40 ans? Et en fait, c'est un peu surprenant le résultat, parce qu'on a 4 espèces qui ont disparu, comme cette pigrièche à tête rousse, donc depuis 40 ans. Donc, il y a 40 ans, elle nichait encore en Wallonie. Actuellement, elle a complètement disparu. Mais par contre, on a 22 espèces qui sont soit apparues, qui n'avaient jamais été vues en Wallonie, comme cette chevêchette qu'on trouve dans les forêts d'Ardennes maintenant, apparue en 2012, ou qui sont revenues après une disparition, comme la cigogne noire ou le faucon pèlerin. Donc, en fait, au final, on se rend compte qu'on a plus d'espèces qu'il y a 40 ans. Alors, est-ce que ça veut dire que tout va bien en Wallonie et qu'on évite, donc on échappe à cette crise de la biodiversité ou cette 6e extinction, si on veut? En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut bien comprendre, en fait, ce qui se passe. Et donc, j'ai un petit graphe ici pour essayer de vous expliquer. Donc, j'ai pris un extrait de ces oiseaux nicheurs. J'ai pris les oiseaux liés au milieu agricole et en fait, on voit qu'ils sont assez représentatifs de ce qui se passe. Donc, sur ce graphe, on a sur l'axe horizontal l'abondance de ces espèces dans l'environnement. Donc, les espèces peuvent être rares naturellement. Par exemple, les rapaces, comme ce sont des prédateurs, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Il y a peu d'individus dans l'environnement, comme ce milan royal. Ou à l'inverse, on a les passereaux granivores, par exemple, comme les moineaux, qui sont naturellement très abondants dans notre environnement. Donc, ce sont les espèces qui sont à droite du graphe. Donc, chaque point ici orange représente une espèce. Donc, les espèces rares à gauche, les espèces communes à droite. Et sur l'axe vertical, on a leur évolution. Donc, tout ce qui est au-dessus du zéro, ben, c'est les espèces qui sont en augmentation. Et tout ce qui est en dessous, ce sont les espèces en déclin. Et qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une corrélation négative entre la rareté de l'espèce et donc le fait que l'espèce soit abondante et son évolution. Donc, on a pas mal d'espèces
peu nombreuses qui se portent en fait mieux, comme ce Milan Royal, hein, qui se porte beaucoup mieux maintenant qu'il y a 40 ans, alors que le moineau friquet, par exemple, une espèce autrefois très répandue, est en plein crash. Donc, il n'a pas encore disparu de chez nous, hein, mais on en a de l'ordre de 80% des individus en moins. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout en Europe, pour plusieurs groupes, et aussi en Amérique du Nord. Donc, dans nos régions, on a en fait des écosystèmes, finalement, qui contiennent moins d'individus, mais pas nécessairement moins d'espèces. Et moins d'individus, ça peut avoir une importance très forte, puisque ben, ce sont en fait le fonctionnement même des écosystèmes qui peuvent être mis en péril, finalement. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les espèces rares se portent mieux? Ben, en partie, c'est parce que les efforts de conservation, donc de protection des espèces qu'on mène quand même dans nos régions depuis 40 ans, avec les premières lois sur la protection des rapaces, par exemple, etc., mais en fait, ont porté leurs fruits. Ce sont des espèces en général charismatiques, donc où on a mené vraiment des actions spécifiques pour les sauver, en fait. Certaines étaient proches de l'extinction et maintenant elles ont été, entre guillemets, sauvées. Alors que les espèces communes qui vivent dans notre environnement général, elles sont plus compliquées, en fait, à sauver parce qu'il faut carrément changer notre manière de gérer les forêts ou gérer les milieux agricoles. Et justement, en fait, ce qu'on peut regarder aussi à travers cet indice planète vivante, c'est de le scinder par habitat. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quelles étaient les espèces spécialistes de différents milieux de vie. Donc, par exemple, ici, ce sont les spécialistes des zones humides, donc notamment les libellules. Vous savez que la libellule a besoin, pour ses larves, de milieux aquatiques. Et donc, on voit qu'en moyenne, ces espèces-là, des zones humides, se portent plutôt bien en Belgique. On a une augmentation de 1,4% par an en moyenne, donc, de leur population, avec une majorité d'espèces en augmentation. Donc ça, c'est quand même un résultat positif qu'il faut souligner. Donc depuis 40 ans, on s'est quand même fort attaché, tant en Flandre qu'en Wallonie, à protéger, voire restaurer les zones humides et aussi améliorer la qualité de l'eau, notamment via les stations d'épuration, etc. Donc, on voit que les actions de conservation de la nature peuvent fonctionner si on se focalise sur des milieux bien particuliers. Ça marche aussi, mais un peu moins bien sur ce qu'on appelle les zones naturelles ouvertes. Donc ça, ce sont les espèces spécialistes, par exemple, des fagnes ou des landes. On a aussi des actions de conservation de la nature, mais on redresse un peu la situation, mais on voit que ce n'est pas encore gagné. Par contre, si on regarde des espèces spécialistes des forêts, là, on voit que la situation est beaucoup plus défavorable, avec une diminution même significative de 1% par an en moyenne de leur population. Et les forêts, c'est quand même, dans certaines régions, une grande partie du territoire. Donc, ce sont en fait de nouveau des oiseaux assez répandus en général qui sont affectés par ces diminutions, des oiseaux ou d'autres espèces d'ailleurs, d'insectes aussi. Alors, la situation est la plus critique dans les milieux agricoles. Donc, les milieux agricoles chez nous, vous savez qu'on a dans le monde probablement une des agricultures les plus intensives, avec beaucoup des parcelles agricoles dont la taille est très grande, avec les pesticides, donc, toutes ces pressions, en fait, ont un impact sur les espèces qui sont liées à ces milieux, qui avaient évolué depuis des milliers d'années avec l'agriculture. Et actuellement, chez nous, 3/4 des espèces qui y sont liées sont en diminution. Donc, vous voyez un peu le contraste qu'il y a entre les différents milieux. Et alors, finalement, quelque chose qui est quand même assez interpellant, donc c'est un article qui a fait assez de bruit en 2019 dans Science, qui compare en fait l'évolution de la biodiversité à travers le monde entre les pays à haut revenu et à bas revenu. Et on voit qu'en fait, on a quelque chose d'assez contrasté. Donc, on a, notamment si on regarde par exemple ici ce graphe-ci en bleu, c'est l'évolution des aires protégées dans les pays riches, en gros, en bleu, et les aires protégées dans les pays pauvres, en rouge ou en orange. On voit que, en quelque sorte, on crée beaucoup plus de zones protégées pour la nature, les réserves naturelles, chez nous, finalement, que dans les pays à bas revenus. Et puis, si on regarde l'évolution globale de la biodiversité, c'est le graphe en bas à droite, on voit qu'elle est négative dans les pays à bas revenus et elle est positive ou proche de zéro, en tout cas, dans les pays à haut revenu. Donc, c'est un peu comme si, finalement,
la pression humaine s'exportait plus. Et donc, on peut se poser la question chez nous, est-ce que, vu qu'on est parmi les pays les plus riches du monde, est-ce qu'on ne crée pas une exportation de nos pressions en fait, sur la nature? Notamment, on peut penser au soja qu'on va cultiver en Amérique du Sud pour nourrir notre bétail. Donc voilà, les messages finalement à retenir, c'est que la crise de la biodiversité, c'est quelque chose de complexe. Ça ne correspond pas toujours à ce qu'on pense à des disparitions d'espèces massives, notamment chez nous. On a déjà un effet du changement climatique qui se marque, et chez nous, ça ne se marque pas spécialement par des disparitions massives d'espèces, mais il y a des modifications des communautés vivant chez nous. On a un problème chez nous avec la diminution des espèces communes, notamment des milieux agricoles qui diminuent en fait plus que les espèces plus rares. En point positif, mais on a quand même des efforts de conservation qui commencent à marcher. Il faut les poursuivre parce qu'on en a besoin, notamment pour les zones humides et aussi les milieux patrimoniaux rares, quoi. On a encore du travail à mener à ce niveau-là. Dans les milieux agricoles, la situation reste quand même préoccupante parce qu'elle est toujours en dégradation malgré les efforts, notamment en termes d'agroécologie. Vous savez qu'il y a tout un domaine d'agroécologie qui est en plein développement chez nous, mais il n'est pas encore assez, on va dire, avancé que pour freiner cette diminution des espèces, des populations d'espèces dans les milieux agricoles. Et puis, il y a cette question, en finale, qui est plus un point d'interrogation, c'est de voir, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train d'exporter nos pressions ailleurs? Et donc, vraiment, une vision globale est nécessaire sur l'évolution de la biodiversité. On ne peut pas regarder que la Belgique. Donc, si ça vous intéresse de vous impliquer là-dedans, je vous invite à aller sur notre site web, soit natagora.be ou nature.be pour en savoir plus sur nos activités en Belgique. Et aussi, évidemment, à consulter le rapport Planète Vivante qui est toujours disponible sur le site du WWF, là, lpr.wwf.be. Donc voilà, merci de votre attention. Eh bien, merci Jean-Yves. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à la session. J'avais une question, Jean-Yves, sur peut-être le prolongement un peu plus politique du rapport. Est-ce qu'il est destiné à être mis entre les mains des décideurs pour peut-être appuyer l'une ou l'autre politique en faveur de la biodiversité, de sa préservation, ou peut-être aussi vis-à-vis du monde agricole pour peut-être faire un peu plus pression pour accélérer les choses? Donc, lorsque le rapport a été présenté, donc ça fait plus ou moins 1 an en fait, qu'il a été publié, il y a eu un événement en fait, où on a invité les ministres régionaux en fait, de l'environnement qui ont assisté à toute la présentation et qui sont assez impliqués des deux côtés, tant en Flandre qu'en Wallonie d'ailleurs, pour oui, finalement, essayer de développer une stratégie ambitieuse, notamment en termes de création de parcs nationaux ou de réserves naturelles. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, on sent effectivement une volonté politique au niveau belge d'avancer dans cette direction-là. Alors au niveau agricole, par contre, c'est plus compliqué parce que là, évidemment, c'est la politique agricole commune, c'est au niveau européen que ça se passe et que ça se décide pour l'instant. Donc voilà, là il faut transmettre au niveau européen finalement nos idées et ça n'est vraiment pas évident. C'est en train de discuter pour l'instant. Oui, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que ce travail est fait dans tous les pays de l'Union européenne ou c'est une spécificité à la Belgique, cette collaboration et ce travail, ou bien dans d'autres Non, pays c'est mené également? il a été fait aux Pays-Bas. Dans les autres pays de l'Union européenne, à ma connaissance, il n'est pas vraiment mené de cette manière-là. Disons qu'on a d'autres indicateurs de l'évolution de la biodiversité, notamment sur les populations d'oiseaux, sur les populations de papillons. Là, il y a des choses qui se font dans tous les pays d'Europe. Il y a aussi ce que l'Europe exige pour l'Union européenne des États membres, c'est de tous les 6 ans faire un état de la nature en fait, à leur transmettre.
Donc, ça a été fait en 2019 notamment. Donc, il y a des suivis qui se font dans les autres pays, mais à ma connaissance, il n'y a qu'aux Pays-Bas et en Belgique qu'un rapport tel que celui-là a été publié. Très bien, merci. Est-ce que vous allez reproduire le travail? Est-ce que vous allez actualiser et à quelle fréquence éventuellement ce rapport? Alors, c'est une bonne question. Donc, ce qui est sûr, c'est que donc les données qui ont servi à élaborer cet indice continuent à être récoltées, hein. Donc, on a toujours, voire ce qui nous a aussi, on n'est pas parlé, mais ce qui nous a aussi fort intéressé lors de ce travail, c'est de se rendre compte que pour beaucoup d'espèces, on manquait en fait de données dans le passé. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous permet de mettre en place des monitoring, des systèmes de monitoring pour des espèces moins connues, moins suivies. Donc, voilà, c'est clair que ça pourrait être répété dans le futur. On va encore discuter avec les partenaires, mais de toute façon, nous, on va continuer à suivre l'évolution des populations. Très bien. Alors, il y a quelques questions encore qui arrivent. Donc, il reste 5 minutes, hein, comme ça. Nos agriculteurs doivent rendre de plus en plus de terres à la nature, mais en même temps, nous allons importer des produits agricoles, hein, du Mercosur, avec une nette augmentation de la pollution planétaire, nous fait-on remarquer. Quelle est ta Oui, réflexion? donc c'est vrai que ça, c'est en lien avec ce que je disais, donc de la réflexion qu'on doit avoir absolument, de voir si par exemple, je prends une hypothèse farfelue, mais si on décidait de prendre 50% des terres agricoles en Belgique et de les rendre à la nature, c'est sûr qu'il faudrait qu'on importe à ce moment-là de la nourriture de l'étranger. Et donc, quelque part, on reporterait notre pression à l'extérieur. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment important, d'où vraiment l'importance chez nous de développer une agriculture la plus compatible possible et la plus compatible possible avec la nature et qui nécessite le moins d'apport vers l'extérieur, d'apport de l'extérieur. Par exemple, le paysage que j'ai derrière moi, vous voyez sans doute là, c'est en fait un paysage de prairies typique du sud, c'est la région de Couvain en l'occurrence, où on a pas mal de réserves naturelles chez Natagora. Et là, ce qu'on essaie de développer en collaboration avec des agriculteurs locaux, c'est vraiment une production, un élevage en fait, qui nécessite le moins possible, en principe, même aucun apport extérieur à la ferme. D'ailleurs, il existe des mesures agro-environnementales qui, quelque part, offrent une compensation financière à l'agriculteur qui s'engage là-dedans, c'est-à-dire de produire des vaches qui se nourrissent d'herbes et qui n'ont pas besoin d'apport extérieur, par exemple, de soja qui viendrait de l'étranger. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut vraiment viser, plutôt que de supprimer toute production de nourriture chez nous en rendant toutes les terres agricoles à la nature, ce qu'on pense, c'est qu'il faut privilégier une agriculture qui produit une alimentation de qualité, qui est aussi qui offre une meilleure vie, un meilleur revenu à l'agriculteur et qui demande le moins possible qu'on importe, par exemple, de l'aliment pour le bétail de l'étranger, donc qui se fonde sur l'herbe, par exemple, qui pousse très bien chez nous grâce à nos terres et à la pluie, quoi. Il y a encore quelques questions, Jean-Yves, notamment sur des espèces qui sont parfois moins connues ou moins visibles, comme les micro-organismes. Et il y a une question précise sur, connaît-on l'évolution de la population des vers de terre? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, les vers de terre, c'est des éléments clés dans ce qu'on appelle dans l'écosystème, hein. Donc, ils remplissent une fonction très importante dans tous les écosystèmes. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la portion moins bien connue de la biodiversité, hein. Donc, c'est en ça qu'on doit aussi progresser. La difficulté avec notamment les micro-organismes du sol aussi, c'est que c'est moins accessible aux naturalistes amateurs, quoi. Nous, on se base surtout sur les relevés faits par nos volontaires qui connaissent les papillons, les oiseaux, etc.
Donc, il y a aussi certains pans de la biodiversité qui ne peuvent être suivis que par des analyses en laboratoire, par exemple, hein. Donc, c'est possible de suivre les micro-organismes, mais il faut le faire en laboratoire. Pour les vers de terre, ce qu'on peut penser, c'est que on sait, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de vers de terre dans un milieu comme il y a derrière moi, dans les prairies naturelles qui ne sont jamais labourées, que dans les milieux labourés, donc dans les cultures de maïs, par exemple, ou de pommes de terre. Et donc, on peut penser que malheureusement, comme il y a de moins en moins, on transforme de plus en plus de prairies en terres labourées, ben, on peut penser que les vers de terre, en moyenne, se porteraient mal si on regardait à l'échelle globale quoi, de la Belgique. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment, je pense, c'est un enjeu en fait de la biodiversité chez nous, en tout cas dans le sud du pays, de préserver les prairies, ce qu'on appelle les prairies permanentes, donc qui ne sont jamais labourées et qui sont en plus, qui permettent de stocker du carbone et de sauver les vers de terre. Très bien. Eh bien, merci Jean-Yves. Nous sommes à la fin de cette session. Merci à toutes et tous pour les questions. On n'a pas pu tout répondre. On essayera de le faire. Vous pouvez contacter Natagora. Vous impliquer également dans les actions qu'il propose ou que d'autres organisations proposent. Il me reste à vous remercier et à vous inviter à aller assister à la prochaine session via le lobby. Vous pouvez passer en haut à gauche. Je vous remercie et je te remercie, Jean-Yves, pour Merci. cette très intéressante présentation. Merci bien et bonne journée encore à toutes et à tous.